Aziza Hamel, commissaire indépendante. Alors l'édition de JAO 2018, c'est la 5e édition. La thématique de cette année, c'est le patrimoine culturel à travers le prisme des 4 éléments. Alors moi, je suis la curatrice, le commissaire du patrimoine de l'air. On a Marine Ben Salah qui est la commissaire du pavillon de l'eau. Emel Benate est la commissaire du pavillon du feu. Et Khadija Hamdi Soussi est la commissaire du pavillon de la terre. Donc en ce qui concerne ce pavillon, le pavillon de l'air, le rapport, on va dire, avec l'air, enfin le début, c'est vraiment un rapport à l'invisible, c'est-à-dire que l'air, c'est l'élément invisible, c'est l'élément omniprésent, mais qu'on ne voit pas. Donc c'est vraiment sur cette caractéristique-là que j'ai travaillé. Les régimes de visibilité, la présence de l'absence, mais surtout l'histoire comme un élément qui vient toujours se juxtaposer au présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé révolu, il est là, il est latent, mais il est invisible. Donc le choix de cette maison, de ce pavillon, de la maison d'Arbakouche, d'abord il fallait que ça soit une maison, il fallait que ça soit un espace domestique pour plusieurs raisons. Déjà pour revendiquer l'espace domestique comme c'est un espace possible de production, mais aussi pour penser l'invisible autrement, c'est-à-dire que là, il y a une réflexion sur la figure du fantôme qui représente donc cette présence de l'invisible, et c'est pour dire que ce qui est invisible n'est pas pour autant inexistant. Donc c'est vraiment prendre en considération et reconnaître ce qui a été exclu de l'ici et du maintenant. Enfin, il y a un artiste du Bangladesh, Naïm Ohaim, qui a fait une très belle pièce, une installation vidéo de 3 écrans qui parle des pays non alignés, qui traite des archives des pays non alignés et qui parle surtout de la notion tiers-mondialiste comme idéologie, et de comment l'échec de tiers-monde autant qu'utopie a eu lieu dans les années 70 après à travers les mouvements pan, à travers le panarabisme, à travers le panafricanisme, tout ça. Donc, puis il y a aussi Yasmine Khlil, qui est une artiste tunisienne, qui est d'ailleurs, cela dit en passant, qui est aussi une bakouche, donc sa maman est une bakouche, donc elle travaille sur une lettre qu'elle a trouvée dans le jardin de son grand-père, mais en fait finalement ça c'est pas vraiment ça l'essence de son travail. C'est surtout cette lettre qui parle en fait c'est un type qui parle de prostituées, donc ça parle aussi beaucoup de la prostitution pendant la colonisation, mais elle imagine que cette lettre de cette lettre découle une profusion d'images, et donc elle imagine plein de scénarios assez surréalistes, assez fantastiques, on va dire, autour de cette lettre. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi une vidéo de Cocteau qui s'appelle À l'an 2000, qui a un message que Cocteau laisse à la génération qui viennent, et c'est un rapport au progrès, tout ça. Donc ça parle aussi de comment les générations sont toujours déçues, toute génération est toujours déçue de celle qui vient après. Et donc il y a cette conversation intergénérationnelle, il y a cette juxtaposition des temporalités, des images, un feuilletage d'histoire. Il y a un tapis de 25 mètres de long de l'artiste Fotini Gossetti, qui s'appelle Kalivrata, et c'est le nom du village. C'est un tapis comme le tapis Tounsi, mais c'est un tapis qui est fait à base de 2000 cravates en soie. Et l'histoire, c'est que c'est un village qui a été bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et au lieu de recevoir des vivres et de la bouffe et des médicaments, ils reçoivent des cartons pleins de cravates en soie. Donc c'est complètement absurde. Et du coup, ils commencent à faire ces tapis. Et ils disaient, on mourait de faim, mais on marchait sur de la soie. Donc ça parle un peu de ce moment historique, mais
ça parle aussi de cet héritage culturel, comment on a commencé à faire des tapis de cravate en soie, comment aussi, enfin, comment on travaille aussi dans un espace domestique, enfin, la pièce centrale de la maison, c'est souvent un tapis. Donc il y a aussi, on joue beaucoup avec ces éléments, avec ces symboliques-là. Il y a aussi Fakhri Ghzel qui a travaillé sur une documentation d'un vivre ensemble d'artistes qui sont aujourd'hui connus, dont Atif Ma'atala, tout ça, dans leur intimité, dans leur atelier. Donc voilà, il y a plusieurs dimensions, on va dire, il y a plusieurs façons de traiter ce sujet, plusieurs façons. Il y a l'histoire collective, mais il y a aussi l'histoire individuelle. Il y a aussi un côté intime, il y a un côté qui est, quand on voit la première vidéo sur les pays non alignés, qui est beaucoup plus idéologique et beaucoup moins intime, on va dire. Elle se base surtout sur un désir commun, sur une vision commune. Voilà, donc il y a aussi Miguel Mitlag qui est argentin, qui vit à Berlin, qui est venu, qui a travaillé directement sur la maison, qui a fait des sortes de décors un peu absurdes, on va dire, qui fait vraiment des distorsions de l'espace. Et ces distorsions-là, elles sont aussi censées faire repenser l'espace domestique et surtout faire repenser ce genre de maisons qui peuvent avoir un regard assez orientaliste, tout ça. Donc lui, il nous sort de ce regard-là et il fait repenser nos corps dans ces espaces. Donc Jaoutoun 2018, c'est d'abord une exposition. C'est une initiative de la Fondation Kamel Lazar. C'est la 5e édition de Jaoutoun. Ça a lieu dans 4 endroits différents. Bon, maintenant, malheureusement, on en a fermé une, donc il reste 3 endroits, 3 pavillons. C'est ouvert du 27 juin jusqu'au 27 juillet. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 4 commissaires, donc il y a 4 pavillons. Il y a Marie Ben Salah, commissaire du pavillon de l'eau à l'église Laouina. Malheureusement, on a dû fermer ce pavillon pour des raisons, pour des raisons différentes, pratiques. Il y a le pavillon du feu, commissarié par Ahmed Ben Ataya. Aux imprimeries Serras. Il y a le pavillon de la terre à Bosch-Bokhelissen, commissarié par Dija Hamdis aussi, et le commissaire de l'air, commissarié par Azahan, moi-même, qui se trouve à Dalbakouch, et donc voilà, pas très loin de Sidi Bokhelissen, donc c'est pratique, on peut visiter les deux en même temps. Alors là, on est à côté de l'œuvre de Fotini Goussati, qui est une artiste grecque. Donc là, c'est le fameux tapis dont je parlais tout à l'heure. C'est un tapis, donc l'œuvre s'appelle Kaliveta, qui est le nom du village dont provient ce tapis, parce que ça a été d'abord un travail de collaboration avec les artisans du village. Ce qui m'avait marqué au début quand j'ai vu cette œuvre, c'est vraiment de voir que c'est exactement la même technique que Zalbetchvel Kliarnaftons. Et là, par contre, d'abord ça existe aussi en Grèce, donc c'est un patrimoine qu'on partage. Et puis il y avait une histoire, un volet, enfin une dimension historique qui était quand même très touchante, qui m'a beaucoup marqué. D'abord c'est un tapis qui est fait à partir de 2000 cravates en soie. Il mesure 25 mètres de long, il pèse 100 kilos. L'histoire c'est que il a été bombardé par les nazis à la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite quand ils ont reçu des vivres, des aides humanitaires, au lieu de recevoir de la nourriture, des médicaments, tout ça, ils reçoivent des cartons pleins de cravates en soie. Donc le truc vraiment complètement absurde. Et ils disaient, donc ils ont commencé à en faire, ils ne savaient pas quoi en faire, donc ils ont commencé à en faire des tapis. Ils disaient on mourait de faim mais on marchait sur la soie. Donc ça m'intéressait en fait de parler et de ce savoir-faire, de ce patrimoine, mais aussi de faire un clin d'œil à ce moment historique. Et comment cet artiste a travaillé dessus d'une façon poétique et touchante. Et voilà. Le film de Naïm Ouaim, qui est un artiste du Bangladesh et qui s'intitule Two Meetings and a Funeral, donc 2 rencontres et des funérailles, et surtout de l'échec
de ce projet-là. D'abord, il commence par les années 60 et les pays non alignés, donc juste après les indépendances, à travers les archives de cette conférence, à travers les speeches des chefs d'État qui étaient présents à cette conférence. On commence par ça, donc ce moment vraiment d'espoir et de changement. Et puis, on va vers un moment, un pivot historique qui est dans les années 70 où ce projet des pays non alignés a échoué à cause de plusieurs mouvements pan, donc le panafricanisme, le panarabisme, et à travers la notion de comment on est passé du socialisme vers une forme d'islamisme. Donc on parle de plusieurs choses, on parle des pays non alignés, mais aussi on parle de l'Algérie aujourd'hui, on parle du Pakistan aujourd'hui, on parle de l'Inde aujourd'hui, et tout ça à travers 3 écrans, à travers une narration non linéaire qui est séparée entre 3 écrans, et ça donne une œuvre qui est très très forte historiquement, mais qui a aussi une dimension esthétique et poétique qui est aussi très importante, parce que ça reste quand même une œuvre d'art et pas du tout un documentaire. Donc l'œuvre de Yasmine, Une jeunesse grave et attentive, c'est d'abord une installation, donc ce mur assez incongru dans cet espace. C'est une série de dessins, de photos, des photos trouvées, en tout cas sur internet, des images trouvées, de la peinture aussi. Ça commence par une lettre qu'elle a trouvée dans le jardin de son grand-père. Et de cette lettre, de cette photo aussi qui est liée à cette lettre, vont découler de plusieurs images, plusieurs histoires, plusieurs narrations. Et il y a vraiment une notion de feuilletage d'images, de juxtaposition, de narration, de temporalité. Il y a bien sûr, on va dire, des thèmes qui reviennent. Ici, la prostitution, la femme qui se transforme en monstre. Il y a aussi une référence à une vidéo de Cocteau qui s'appelle À l'an 2000, où il y a un message aux générations futures. Et à travers ce travail, il y a tout un dialogue intergénérationnel où aussi on fait des clins d'œil sur le fait que chaque génération est toujours déçue par celle qui vient après. Et donc voilà, il y a vraiment plusieurs niveaux, plusieurs dimensions de sujets dans ce travail. Le film de Nariman Mari, Lobia Hamra, qui est un long métrage, il s'agit d'un film où tous les acteurs sont des enfants. C'est un moment pendant la colonisation de l'Algérie par la France. Ces enfants se rebellent, ils n'en peuvent plus de manger toujours la même chose, et donc ils n'en peuvent plus de manger de la lobia hamra tous les jours, donc ils se rebellent et ils vont aller voler de l'argent aux Français et créer une révolte, une révolution. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que les enfants, s'ils respectent le scénario, mais ils sont en train de jouer, donc on parle plus vraiment de ce moment historique, mais on parle d'eux aujourd'hui. Donc à travers cette histoire, à travers ce prétexte, c'est vraiment, ils s'approprient cette histoire, et il ne s'agit plus de ce scénario, il s'agit vraiment des enfants, de ces enfants-là, de leur histoire aujourd'hui à Alger.